Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être présent, parce qu'il y en a qui viennent de loin. Donc, Pierre Inard, qui est éleveur, ingénieur agronome, auteur du livre L'Omerta sur la viande. Donc, on vous surnomme le lanceur d'alerte. Julien Allaire, qui est hygiéniste, naturopathe marseillais. Vous donnez également des cours à Saint-Laurent-du-Var au CERFPA, donc vous enseignez la naturopathie, également l'iridologie, les biothérapies, la bromatologie. Vous êtes un personnage atypique, voilà. Irène Lorient, merci Irène d'être là aujourd'hui. Donc vous êtes une patiente traitée pour l'addiction au sucre. Vous êtes en train de tourner un reportage qui va passer à l'émission de Zone Interdite du 24 mai. Et si tout va bien. Et vous allez nous livrer votre témoignage. Docteur Elisabeth Arnal, médecin généraliste sur Nice, spécialiste en nutrition et également en homéopathie. Voilà. Donc, je vais commencer peut-être par Julien Allaire. J'aimerais que vous nous expliquiez, d'après vous, quels sont les mécanismes qui entrent en jeu dans l'addiction au sucre particulièrement. Je ne m'attendais pas à cette question maintenant. Les mécanismes de l'addiction, en fait, si je m'attendais plus ou moins, mais c'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé, c'est vraiment par rapport à l'éducation. Juste avant toute chose, pour resituer un petit peu le débat, on parle de sucre et on parle d'addiction au sucre. Mais je me pose la question, et là on en a plus ou moins parlé, mais ça m'étonne qu'on n'ait pas plus développé, parce que est-ce que vous arrivez à imaginer quelqu'un qui a une addiction au sucre et quand tout d'un coup il a une crise qui le pousse à manger du sucré, est-ce que cet individu va se diriger vers des fruits qui sont les aliments sucrés par excellence? C'est une question que vous me posez ? C'est une question que je pose en fait. J'imagine que non. Non. Donc en fait, moi je me pose la question si l'addiction c'est vraiment une addiction au sucre ou si c'est pas quelque chose de plus complexe que simplement du sucre. Je pense que c'est peut-être possible que on a parlé de système de récompense, et quand on est éduqué justement en nous disant bah tiens, aujourd'hui c'est fête, on se fait plaisir, on va manger une super pâtisserie, ou on va manger un bonbon, aujourd'hui c'est fête, on fait pas attention, on mange pas de légumes ou n'importe quoi, on nous éduque en fait en nous disant bah, quand on veut se faire du plaisir, on va manger des sucreries, et les sucreries c'est pas du sucre en fait. Donc déjà il faut juste, j'ai l'impression, rappeler, comment on dit, c'est quoi l'expression, on a un chat, je sais pas quoi, il y a une expression comme ça, enfin moi je suis spécialiste pour dire des trucs qui n'existent pas, pour inventer des mots, simplement pour dire que le sucre c'est pas forcément ce qu'on imagine, et l'addiction que l'on peut avoir, c'est peut-être possible que ce soit le sucre associé aux graisses. Et c'est ça qui est le plus problématique. Parce que le sucre, normalement, on a la capacité de bien digérer le sucre, d'évacuer le déchet. Enfin, au niveau digestif, on est constitué pour bien éliminer tout ça. Le sucre, quand on l'associe avec des graisses, au niveau digestif, ça devient problématique en fait. Ça devient problématique parce qu'on ne va pas du tout l'assimiler de la même manière, et il y a plein d'expériences qui ont été faites et qui sont validées par la communauté scientifique aujourd'hui, notamment sur est-ce que le sucre fait grossir ou est-ce que c'est le gras qui fait grossir, etc. Mais maintenant les scientifiques s'accordent sur l'idée que c'est ni le sucre qui fait grossir ni le gras, c'est simplement l'association des deux. Donc peut-être que l'addiction au sucre, c'est une addiction plutôt aux sucreries, qui serait donc le sucre associé au gras ou à d'autres choses. Et ce rôle d'éducation, pour moi, il est vraiment très important. Et à quelques reprises, et puis on en a parlé un petit peu en dehors aussi, je disais à des enfants, pour quand on veut leur faire plaisir, justement, si on inculque dès le début, dès l'âge où les enfants sont en construction, quand on les éduque et qu'on leur dit bon ben voilà, aujourd'hui c'est fête, donc si tu veux on va manger un gâteau ou un pain au chocolat, ou tu peux manger des bonbons ou des choses comme ça le programme, et on est même programmé
pendant la grossesse, c'est-à-dire que l'addiction de la maman au sucre programme déjà le bébé. Donc c'est pas facile, c'est vrai d'éduquer. À chaque fois on dit oui, mais quand même c'est pas facile, etc. Ben oui, ben c'est une éducation quoi. Une éducation c'est pas facile, c'est vrai. C'est plus facile de dire ben voilà, on a acheté une barre chocolatée comme ça dans un supermarché avec du sucre pour faire un goûter à son enfant. C'est beaucoup plus facile de faire ça que de préparer une salade de fruits qu'on peut faire qu'on peut couper avec ses enfants, on peut faire des brochettes de fruits, on peut faire des bonbons de fruits, on peut faire plein de choses comme ça avec des fruits avec du sucré. Donc pour les enfants, pour les gens qui sont déjà addicts, et ça reprenait la question là, de la personne tout à l'heure qui demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui sont déjà addicts. C'est jamais trop tard pour commencer une éducation. Je ne crois pas que ce soit l'école qui doit faire ça, parce que l'école est faite c'est de l'instruction, c'est pas l'éducation, ça devrait être les parents. Et on transmet l'éducation comme ça de génération en génération. Mais l'école... Il commence à y avoir quand même des associations qui font des interventions dans les écoles. Je vois sur Marseille, par exemple, il y a un panier bio qui s'appelle les paniers marseillais. Ils font des interventions dans les écoles alors, ils ont toujours une personne du panier marseillais, plus un agriculteur. Ils viennent avec des paniers de légumes, de fruits, et puis ils font découvrir. On montrait par exemple qu'il y avait des enfants qui étaient capables de reconnaître, les yeux bandés, le goût chimique de la fraise. Mais si on leur fait goûter une fraise, vraiment, ils ne reconnaissent pas le goût, en fait. Ils reconnaissent que le goût de la fraise chimique. Donc, en fait, il y a quand même des associations ou des acteurs du bio, de la prévention, de la santé, qui intègrent un peu l'école. On y vient petit à petit, quand même. Je pense qu'il faut être plus optimiste à ce niveau-là. Oui, je coupe la parole, non. Non, moi, je vais vous poser une question qui me vient à l'esprit. On parle beaucoup d'éviter de grignoter entre les repas. On parle beaucoup aujourd'hui d'une certaine rupture dans les rythmes. Ça a été rappelé à plusieurs reprises, le repas dominical, le gâteau du dimanche, etc. Or, notre société est aussi, j'ai envie de dire, fracturée par la rupture de ces rythmes, sans employer de grands mots, calendaires, des anciens repères qui étaient ceux des sociétés traditionnelles, d'une certaine manière, d'il n'y a pas si longtemps. Finalement, les sociétés des Trente Glorieuses étaient encore formatées sur un temps qui était celui de la découpe du quotidien, etc. Et il y avait entre autres le goûter. Mais le goûter, il intervenait à un moment de la journée, le petit 4 heures. Et alors moi, j'ai été frappé parce que ma nutritionniste m'a autorisé un petit goûter fait d'un peu de pain complet et d'un carreau de chocolat, 70% noir, etc. Bon, je connais mes classiques maintenant. Mais disons qu'elle m'a dit, pas de sucre le matin, pas de sucre à midi, mais en revanche, à 4 heures, à 5 heures, un petit peu d'énergie, ça peut faire du bien, parce que ça s'inscrit dans un processus comme ça de déroulement de la journée, et puis le soir, poisson, légumes, etc., brocoli. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question des rythmes ? Les rythmes, c'est vraiment personnel. Juste, ça m'a fait sourire quand vous m'avez dit que votre nutritionniste vous avait autorisé. Ouais, non. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en tant que naturopathe, la naturopathie donne en fait une vision vraiment très différente de la santé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme dans la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'on est avec un capital vital, certes, mais on est avec un corps et une âme qui ne font qu'un. On ne les dissocie pas réellement. Et notre hygiène de vie devrait faire en sorte d'entretenir tout ça. C'est un don précieux. C'est un don précieux. Pour revenir sur les rythmes, le rythme, en fait, c'est vraiment quelque chose de personnel. Tout le monde n'a pas le même rythme. Il y a des gens, par exemple, qui, le matin, n'ont pas faim. Et si on n'a pas faim, il ne faut surtout pas se forcer à manger parce que on ne peut fabriquer des enzymes digestives qu'à partir du moment où on a l'appétit, où on a faim. Donc, il ne faudrait surtout pas se forcer à manger. En théorie, je sais, après c'est aussi peut-être une vision personnelle, je ne mets pas ça sur le compte de la naturopathie, mais je pense qu'il faudrait manger quand on a faim. Mais normalement, quand on a une alimentation équilibrée, on devrait rentrer dans un rythme qui serait assez régulier,
à partir du moment où on est à l'écoute de notre organisme. En ce qui concerne le goûter, il n'y a aucun problème à faire un goûter. Vous avez dit grignotage. Grignoter, en fait, c'est simplement, là aussi, il y a beaucoup de croyances sur ce qu'est le grignotage. Le grignotage, c'est simplement quand on mange un aliment alors qu'on n'a pas fini la digestion du repas précédent. Si on se lève de table à 12h30 ou 13h, enfin je ne sais pas à quelle heure vous mangez, moi je mange plutôt 11h30 ou midi, donc à midi et demi je suis souvent plus à table, ce qui fait que sur les coups de 16h, si on fait un goûter, ou alors 17h à la limite, en plus on a un pic d'insuline, donc si on mange quelque chose de sucré, il n'y a aucun problème. Donc par rapport au rythme, si on a envie de manger, ça permet d'ailleurs à l'heure du goûter de calmer notre faim, et lorsqu'on arrivera à l'heure du dîner, on va pouvoir faire un repas plus léger, parce que là aussi on s'accorde malgré tout que le soir on a très peu d'enzymes digestives, très peu d'énergie pour la digestion. Normalement quand on va se coucher, il faudra avoir terminé la digestion pour que l'énergie aille au sommeil immédiatement. Donc le repas du soir doit être le plus léger possible, mais si on n'a pas mangé depuis midi et que vous mangez à je ne sais pas quelle heure, bien sûr, le goûter, c'est quelque chose d'important, mais c'est peut-être la qualité des aliments qui va être différente. Parce que les aliments que nous avions il y a quelques dizaines d'années et les aliments que nous avons aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes. Le sucre, c'est pas le même, il est raffiné, alors que le sucre complet, par exemple, le rapadura, le muscovado, qui sont des sucres de canne, sont des sucres qui sont alcalinisants, qui tamponne l'acidité qui est à l'origine des pathologies inflammatoires, qui est à l'origine du cancer, qui est à l'origine... Il y a de nombreuses maladies qui découlent d'un déséquilibre du pH de notre organisme, en fait. Le pH de notre sang devrait être vers la neutralité. Seulement, de plus en plus de gens... Enfin, l'alimentation moderne est tellement acidifiante et le sucre blanc est tellement acidifiant que du coup on ne fait que favoriser la maladie. Si on consomme des aliments de qualité, du sucre complet quand on veut sucrer un aliment, le sucre au travers des fruits, qui est principalement du fructose, mais que l'on a dans le fruit, pas que l'on extrait pour en faire une poudre qui va nous permettre de... Et le problème aussi, c'est qu'on a des corps de métier, parfois des diététiciens ou des nutritionnistes qui... je vois par exemple à l'OM, le diététicien propose aux joueurs de l'OM de mettre du fructose dans tous les aliments pour les sucrer, parce que c'est le sucre soi-disant naturel. Donc c'est pas étonnant qu'on perde après. Mais non, mais oui, il faut qu'il reste dans la pomme. Et puis en plus de ça, les fruits... il ne faut pas manger de sucre en dessert, on le mélange pas au gras. Sinon, un fruit, ça se mange toujours en dehors des repas. Le fruit fermente sinon, et la fermentation, ça crée de l'acidité, etc. Et c'est à cause du fructose, parce que le fructose se digère rapidement. Il ne se digère pas dans l'estomac, mais dans l'intestin. Donc si le fructose reste coincé dans l'estomac avec tous les autres aliments, c'est problématique, ça fait des troubles digestifs. Alors, ce qui est apparent, c'est le ballonnement, ou alors le ventre qui gonfle. Mais ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, parce qu'après, on a toutes les pathologies inflammatoires et on ne favorise pas les conditions de la bonne santé. Et sucrer avec du fructose qui est censé être naturel, donc sucrer des aliments avec du fructose, ça revient à rendre incompatibles tous les aliments que l'on va manger. Donc ce n'est pas une solution non plus. On va peut-être... Je voudrais parler avec Irène de nos échanges. Vous m'avez dit que vous étiez une droguée du sucre, une boulimique et une alcoolique du sucre. J'aimerais savoir comment vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes sentie manipulée, par exemple, par des produits sucrés. Racontez peut-être votre parcours aussi. Voilà, oui, c'est vrai que toute ma vie, dans mon long parcours, donc j'ai 52 ans, un très très long parcours puisqu'il a commencé, je pense, à ma naissance, je me suis toujours sentie différente de tout le monde parce que j'avais toujours envie de manger du sucré, mais pas que du sucré, effectivement, c'est plutôt du sucre plus du gras. Jamais du sucre pur, rarement des Haribo, des machins comme ça, du sucre pur. Plutôt toujours chocolat, biscuit, c'est-à-dire sucré et gras en même temps. Donc je me rends compte de ce genre de choses, évidemment, maintenant. Et donc toute ma vie, je l'ai dit, je l'ai crié, j'étais une alcoolique du sucre, une droguée du sucre plus du gras, de la malbouffe en général de toute façon. Hein. Et cette maladie, je me suis rendu compte que c'était une maladie un jour, il y a 3 ans de ça,
quand j'ai rencontré une personne alcoolique. Je n'en avais pas dans mon entourage, je n'avais jamais parlé avec un alcoolique ou une alcoolique, en l'occurrence une jeune femme, avec qui je me suis liée d'amitié. Et quand j'ai parlé avec elle, je me suis dit « Oh, c'est moi !» Je suis exactement comme elle ne peut pas s'empêcher de boire, je ne peux pas m'empêcher de manger ce sucre plus ce gras. Et là, j'ai voulu l'aider parce que c'était une personne, une jeune femme qui avait des enfants, qui roulait le matin, qui emmenait ses enfants, elle avait déjà bu. Et j'ai trouvé ça tellement triste, je me suis dit, peut-être que si je l'aide, parce que je me suis sentie comme le grand chevalier blanc, hein, j'ai voulu l'aider. Et je me suis dit, peut-être que je vais m'aider en même temps. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai fait mes recherches, je suis allée sur un grand site de vente de livres, là, hein, sur Internet, et j'ai pris tous les bouquins qui parlaient d'alcoolisme. À ce moment-là, je ne savais pas que ça allait finalement m'aider, même si je le supposais. Et le premier livre que j'ai lu, c'est le livre d'un professeur français qui s'appelle le docteur Amezen, le professeur Amezen, et qui a redécouvert une molécule très ancienne, hein, qui a plus de 45 ans maintenant. Et il était alcoolique, ce professeur. Et il a découvert qu'en prenant cette molécule, qui est un relaxant musculaire, hein, qui est un médicament qu'on prend donc à haute dose, ce médicament supprimait le craving, c'est-à-dire la pulsion vers l'alcool. Et moi je me suis dit, mais s'il arrive à enlever sa pulsion vers l'alcool c'est du sucre quand même, est-ce que ça pourrait pas m'enlever moi mes pulsions vers cette malbouffe qui me maltraite depuis tant d'années? Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc j'ai fait le traitement à la suite de celle qui est devenue mon amie. Je suis allée voir la même psychiatre qui est à Marseille d'ailleurs, qui lui a prescrit ce médicament. Je l'ai vue juste après, parce que elle, mon amie, est ressortie avec la banane. Elle avait son traitement qui allait la sauver, hein, puisqu'elle avait abandonné toute idée. Elle avait fait les cures, elle avait fait les psys, tout ce qui était possible de faire pour sortir de l'alcool. Et moi, je suis allée voir donc cette psychiatre et elle m'a dit non, je suis désolée, la boulimie c'est psychologique, ça marchera pas pour vous, ça marche pour l'alcool mais pas pour le sucre. Et là, j'ai dit c'est pas possible, moi je suis sûre qu'elle se trompe, moi. Et j'ai laissé tomber, j'ai aidé ma copine à sortir de ce mauvais pas. Et puis j'ai fait une thérapie comportementale, une Xème, thérapie comportementale. Et 2 mois après, évidemment, j'avais fait un petit progrès qui semblait être un progrès. J'ai eu un grand coup dans ma vie, ma fille qui m'annonçait qu'elle divorçait, qu'elle revenait vivre à la maison. J'ai rechuté puissance 10 hein, dans mon problème, puisque c'était toujours ma façon de régler les problèmes, c'était de manger, hein, je connaissais que ça. Et là, je me suis dit, entre-temps, mon ami a guéri de son addiction à l'alcool. Et là, j'ai dit, ça y est, cette fois, on peut me dire ce qu'on veut, que ça ne marchera pas. Moi, je sais que oui. Je suis allée sur le forum, je continue à aller sur le forum où j'avais trouvé tous ces renseignements concernant le médicament. Et à ce moment-là, je dis, il me faut un des plus anciens. Le professeur Amezen était indisponible, hein, trop occupé. Et je dis, donnez-moi, s'il vous plaît, un médecin qui connaisse bien ce médicament, un des plus anciens prescripteurs. Ça faisait pratiquement 10 ans déjà hein, que c'était en marche pour l'alcool. Et j'en obtiens un ici, dans la région, à Bandol. Et je l'ai au téléphone, je pensais devoir le convaincre en disant oui, je suis une alcoolique, même si c'est au sucre, je suis quand même une alcoolique. Il m'a dit oui, je sais, ça fonctionne, j'ai une patiente guérie à 310 mg de la boulimie. Et là, j'en ai pleuré parce que j'ai compris que je n'étais pas responsable de ce qui m'arrivait, que c'était pas de ma faute, que j'étais que malade et j'étais pas une pauvre nulle, incapable de résister à un pot de Nutella, à
un des bounty, je vous fais la liste. Voilà. Et ça, ce jour-là, j'ai guéri. En fait, j'ai guéri 2 mois et demi après ce traitement. Je n'ai pas eu besoin d'arriver à 310 mg et il s'est trouvé que la guérison a eu lieu du jour au lendemain. Je suis sortie de ce cercle vicieux un 5 juin 2012. Donc ça va faire, le 5 juin, ça fera 3 ans que je suis sortie de l'addiction. Et cette guérison, cette liberté de manger comme j'ai toujours voulu manger, comme j'ai appris toute ma vie, comme on m'a appris, les nutritionnistes, les diététiciens, les cures thermales que j'ai faites, j'ai enfin pu l'appliquer. Et ça m'a mené vers tout ce que Julien nomme, c'est-à-dire que maintenant je commence à faire des études au CERFPA d'ailleurs, au niveau de la nutrition diététique, parce que ce que je pressentais que je ne pouvais pas appliquer, maintenant je peux l'appliquer et je vous assure, je ne suis pas une poubelle, parce qu'avant j'étais une poubelle, c'est ce que je ressentais en tout cas au fond de moi. Je savais que c'était pas normal, que pourquoi je mangeais ce Nutella, je ne savais pas. Alors que j'étais attirée aussi par la bonne alimentation, je savais ce qu'il fallait faire, je voulais le faire pour mes enfants que j'étais en train d'élever dans une boulangerie. Donc je suis très touchée aussi par tout ce qui s'est dit avant, parce que j'ai été boulangère pendant 18 ans. Et la contradiction entre mon envie de manger sainement et ce que je ressentais quand je rentrais dans mon environnement professionnel, c'était vraiment le grand écart. Et maintenant, si je devais retravailler dans une boulangerie, je ne pourrais plus le faire parce que j'aurais l'impression de faire du mal aux gens. Voilà, donc ça serait impossible pour moi, il faudrait que je change de métier. Avant, je le faisais, j'empoisonnais les gens. Pour moi, c'est ça, hein, c'est ce que je ressens maintenant. C'est un empoisonnement. J'en ai été victime, j'en suis sortie à la force du poignet grâce à un médicament, mais je suis persuadée maintenant que d'ici quelques temps, mois, années, je ne sais pas, dès que mon système digestif, que mon microbiote intestinal sera redevenu normal, je suis sûre que je pourrai arrêter ce médicament. Je suis encore à 50 mg, 50-60 mg de ce traitement. Donc pour moi c'est une béquille, ce n'est que ça, c'est-à-dire c'est un médicament qui m'a sorti de l'addiction rapidement parce que je n'ai pas pu le faire autrement. C'est en 40 ans d'essais divers et variés, je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas réussi. Maintenant, je suis libre et je mange sainement et je peux vous assurer que plus rien ne me fait saliver de tout ce que je vois, de tout ce que j'ai pu voir, de toutes les publicités qui avant, mais la vraie salivation, hein, la salive qu'on sent monter ici, celle-là, je ne la ressens plus quand je vois une publicité. Je ressens de la colère parce que je me dis, il y a des enfants qui vont avoir le même problème que moi, qui vont saliver. Et dès qu'ils vont voir cette publicité de petits enfants qui dansent sur un pot de Nutella, je vous assure, là, ça me fout en rogne. Parce que je me dis, ils vont avoir envie de manger ce Nutella. Et puis s'il y en a, malheureusement, ils vont le manger. Et s'il n'y en a pas, ils vont demander à maman, et pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi je ne peux pas en avoir? Et enfin voilà, c'est un cercle vicieux dont je me suis sortie artificiellement, mais qui me permet maintenant de vivre correctement. C'est-à-dire que j'ai perdu 20 kilos parce que c'est simplement l'arrêt des crises de boulimie qui m'ont permis de manger correctement au repas, comme j'avais toujours appris. Et l'arrêt de ces crises de boulimie a simplement fait que mon poids est descendu. Plus de crises de boulimie et le poids est descendu. Il me reste encore 15 à perdre. Je vais les perdre tranquillement et je suis plus pressée. Il me reste à régler le problème de la satiété, puisque ça, c'est indépendant du baclofène. Le baclofène traite l'addiction et pas la satiété. Donc, vous avez... Non, oui. Je voudrais juste rebondir, avant de passer peut-être la parole au docteur Arnal, sur 2 points. Vous avez à plusieurs reprises évoqué d'une certaine manière votre colère contre une certaine manière qu'opère le marché des industriels aujourd'hui, en particulier en direction des publics jeunes, d'enfants. Et je voudrais quand même, à l'appui de ce que vous dites et de ce qu'a dit tout à l'heure notre ami historien et notre ami designer, c'est la capacité d'anticipation de l'industrie à 20 ans. Et aujourd'hui, vous le savez sans doute, les progrès de l'industrie dans la visualisation des mécanismes de l'addiction conduisent à des stratégies publicitaires encore plus sophistiquées
sur les produits alimentaires qu'elle ne l'était. Alors je fais référence ici très clairement à une technique qui s'appelle la technologie du neuromarketing, que vous connaissez sans doute. Je cite, pour pas être trop pédant et professoral, simplement une expérience faite par Nespresso. Le problème de Nespresso était comment développer la migration des ventes de capsules Nespresso des magasins ou des achats téléphoniques vers le net, vers le réseau Internet, parce que c'est moins cher en coût de personnel de vendre sur Internet. Voilà. La stratégie qu'ils ont adoptée n'est pas celle pour faire leur site Internet qu'on adopte habituellement quand on veut faire un site Internet. Plutôt que d'aller chercher des bons designers qui allaient faire un beau site Internet, ils se sont adressés à des agences spécialisées dans le neuromarketing qui procèdent de la manière suivante. On prend un certain nombre de consommateurs en quantité bien plus réduite. On en prend simplement une dizaine. On leur demande s'ils acceptent, sous contrôle médical, de passer dans un IRM, dans un scanner, et on montre à leur cerveau, plutôt à leur perception, un certain nombre d'images qui sont couplées à d'autres technologies, comme les technologies du eye tracking, qui permet de voir le déplacement d'un œil sur une image. Donc en couplant les technologies du eye tracking qui viennent du domaine militaire aux technologies de l'imagerie cérébrale, on a une vision exacte de ce que le cerveau choisit dans une image. Quelle zone de l'image, si vous mettez un tas d'ordures ou un tas de chocolat, est activée? C'est le tas de chocolat. Donc en progressant comme ça, par accrétion et addition d'informations collectées par l'imagerie cérébrale, on arrive à designer des sites Internet. Et si vous allez sur le site d'Internet de Nespresso, vous allez comprendre que c'est un excellent site, parce qu'il est encore plus addictif que ne le sont les sites habituels de l'industrie agroalimentaire, puisqu'il a été entièrement fabriqué par nos circuits de la récompense pour les satisfaire directement. C'est une espèce de sensibilité immédiate, sans médiation, jusqu'à ce que certains prophétisent, c'est-à-dire déclencher le bouton achat avec sa carte bancaire sur le net directement. Donc moi la question j'entends bien, c'est la part de la culture et de l'industrie publicitaire et la part de l'héritage génétique ou autre. Dans votre cas, il me semble que les deux se mêlent de manière extrêmement sophistiquée ou complexe. Oui, c'est vrai que les deux se mêlent, ça c'est une évidence, mais maintenant, moi qui suis sortie de cette addiction, n'importe quelle publicité ne me fait plus d'effet. Donc je me dis, ils sont entrés, c'est vrai, les publicitaires, les agro-industriels sont entrés dans cette faille où nous sommes tous depuis quelques dizaines d'années, c'est-à-dire à la suite de l'industrialisation massive, du raffinage massif et tout ça. Ils sont entrés là-dedans en même temps, hein, tout est arrivé en même temps, hein, la publicité, l'industrie et tout ça. Donc ils sont entrés et ils profitent de quelque chose dont nous souffrons tous. La plupart de la population occidentale souffre de problèmes intestinaux, plus ou moins apparents. Hein. C'est pas que des ballonnements, voilà, c'est plein d'autres choses. Et entre autres, dans les troubles du comportement alimentaire, sont impliqués très fortement, et ça je pense que le docteur à côté me soutiendra, les bactéries intestinales. Il y en a certaines qui ont fait leur vie, qui ont fait des choses qu'il ne faudrait pas faire, qui ont créé des protéines, qui sont des sosies. Enfin, c'est un peu compliqué, je suis pas scientifique, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans mes intestins qui vraisemblablement m'avait été donné par ma maman, puisque ma mère a la même maladie que moi et que moi je l'ai donné à mon cher petit qui a 25 ans maintenant et qui souffre de la même chose que moi, avec surpoids. Et je pense qu'il y a quelque chose au niveau intestinal qui peut être aussi des intestins, une flore bactérienne qui a été détruite par des antibiotiques, par des vaccins, par toutes sortes de choses, pas uniquement la malbouffe, mais c'est un ensemble de choses, voilà. Et en fait, les industriels se sont engouffrés là-dedans, et puis ça fonctionne puisqu'on est prêt pour ça. On manque de tout, on manque de dopamine, de sérotonine, tout ce qui est fabriqué là à 95% dans les intestins. Donc forcément. On va laisser la parole au docteur Arnal. Oui. Selon vous, quels sont les mécanismes biologiques et physiologiques qui font que des industriels peuvent créer une addiction ? Cette question. D'accord. Et après, il y en a d'autres. En fait, déjà, jusqu'à présent, on n'a pas donné la définition de l'addiction.
Alors là, on parle de l'addiction au sucre, mais en règle générale, l'addiction, c'est un attachement excessif à une substance ou un comportement. On parlait tout à l'heure des jeux sur Internet et autres, où on a de plus en plus de gamins qui sont dedans, et c'est aussi catastrophique. Donc voilà, l'addiction est quand même quelque chose qui... Je ne connais pas un être humain qui n'ait pas une addiction. C'est une forme de construction aussi. Il y a des addictions plus ou moins dangereuses. Mais dans l'humanité, si on s'interrogeait tous, je voudrais bien savoir qui n'en a aucune. Ça n'existe pas. Donc, par rapport à l'addiction, tu me posais quoi comme question déjà ? C'était quels sont les mécanismes les mécanismes qu'utilisent les industriels. C'est justement le principal mécanisme, on en a déjà parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est par rapport à ce circuit de récompense, où en fait, on sait que de toute façon, toutes les drogues, quelles qu'elles soient, et tous les aliments et tous les aliments addictifs vont donc augmenter la dopamine au niveau de ce circuit de récompense, et donc effectivement vont augmenter la satisfaction, et on va aller de plus en plus vers un besoin important de satisfaction. Et on ne sait plus se satisfaire de peu de choses. Voilà, donc je pense que c'est surtout l'utilisation de ce circuit de récompense. Après, je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur l'histoire sur l'addiction au sucre. Vous l'avez un petit peu évoqué aussi. Il s'agit aussi d'un problème physiologique et d'un problème essentiellement d'insuline, de pic insulinique. Je veux dire, plus on mange de sucre et plus on a des pics d'insuline, et plus le pic est haut et plus on diminue et on tombe en hypo. Et quand on est en hypo, on est obligé de manger que du sucre, que ce soit des fruits ou autre chose. Et donc les gens qui rentrent dans le sucre, effectivement, ils ont du mal à s'en sortir parce que physiologiquement, ils n'arrivent pas à s'en sortir, parce que le seul aliment qui va leur permettre de remonter, ça sera du sucre. Voilà. Donc, est-ce qu'on dit addiction ? Est-ce qu'on dit consommation excessive ? Voilà. Donc, aujourd'hui, par contre, je voudrais juste soulever un problème qui me semble important. On vit tous dans la peur face à nos assiettes. Les industriels ont réussi à nous mettre dans la peur, que ce soit par tous leurs produits addictifs, par la viande, par les poissons, par le mercure, etc. Et plus on est dans la peur, et plus l'aliment qu'on va manger va nous faire du mal. Donc il faudrait peut-être aussi qu'on redevienne de vrais consommateurs, qu'on redevienne conscient aussi qu'on est acteur de notre vie et qu'on n'est pas obligé de tomber dans le piège des industriels, etc. Je trouve que c'est un petit peu facile aussi de dire c'est la faute des industriels. Eux, ils font leur boulot. On parlait de designers, on parlait de gens... Ils font leur boulot pour vendre des produits. Mais est-ce qu'on n'est pas capable, nous, de prendre conscience de ce danger et de l'arrêter un moment ? Moi, je ne trouve pas non plus normal qu'on pense que ce soit à l'école d'éduquer les enfants. Je veux dire, on a tous été éduqués, nous, par des parents qui étaient responsables. Aujourd'hui, pourquoi les parents ne sont pas responsables ? On sait pertinemment que de manger des gâteaux toute la journée, c'est pas positif. Oui, ou qu'ils n'ont pas conscience et que c'est plus facile de manger un gâteau que de peler un fruit. C'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on va tous à la facilité. Donc, voilà. Mais non, globalement. Oui, quand vous dites la limite, on ne peut pas remettre la responsabilité uniquement aux industriels et à l'agroalimentaire. Là où je suis plus complètement d'accord, où il y a la limite, c'est la collusion après quand même entre l'industrie agroalimentaire et le législateur, c'est-à-dire la force publique, l'État, ceux qui sont censés prendre des décisions dans l'intérêt collectif et non pas dans l'intérêt particulier et encore moins industriel. Or, aujourd'hui en France, on constate, il suffit juste d'ouvrir les yeux. J'en avais parlé à Clélia sur la préparation. Moi, j'avais toujours compris que derrière, par exemple, la semaine du goût, c'était les lobbies du sucre. Bon, avant, je me suis dit, il faut quand même que je vérifie. Donc, je suis allé vérifier. Et effectivement, la semaine du goût a été créée par le CEDUS, le Centre d'études et de documentation sur le sucre, c'est-à-dire le lobby du sucre. Donc là, vous dites quand même, il y a quand même mal donne. Parce que la semaine du goût est présentée comme les journées du patrimoine, comme quelque chose d'officiel. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale est partie prenante. Le ministère de l'Agriculture aussi. Donc là, vous voyez vraiment la définition de la collusion.
Donc là, est-ce que le législateur, est-ce que le représentant de la force publique est dans son rôle? Ben non. C'est-à-dire qu'il utilise finalement son hyper-pouvoir qui est donné par les citoyens lors des votes pour finalement faire de la collusion et de faire avancer qu'un intérêt qui est particulier et individuel. Bon, moi j'ai été dans mon histoire donc directeur qualité d'un site industriel, donc c'était pas directement lié au sucre, plutôt lié au gras puisque c'est l'industrie de la viande. Et j'ai vu cette collusion-là. Et j'ai beaucoup donc fréquenté la grande distribution, et j'ai toujours été, je dirais même choqué, par les dirigeants des grands groupes, genre Carrefour ou Système U, qui sont très au fait des vrais problèmes de santé, de scandales alimentaires, de scandales à venir. Ils les connaissent tous, ils savent quel sera le prochain scandale. Notamment aujourd'hui, ils jouent sur, il sera sur le poisson et il sera aussi sur les farines. Bon. Mais de l'autre côté, ils se servent, c'est-à-dire ils utilisent les politiques, ils utilisent leurs lobbyistes, qui sont très nombreux à Bruxelles et dans les cabinets des ministères, que ce soit l'environnement, la santé ou l'agriculture, pour empêcher que les modifications législatives se fassent. Donc on disait tout à l'heure au niveau européen par exemple, l'étiquetage nutritionnel qui soit rendu lisible et qui soit un seul étiquetage au niveau européen. Eh bien, les politiques individuellement pris quand ils étaient interpellés étaient favorables, mais au vote, ils ont voté contre. Parce qu'entre-temps, les lobbyistes sont passés. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, mais qu'il faut vraiment ne pas prendre à la légère, mais de voir que finalement, le citoyen, son pouvoir a été détourné, et aujourd'hui, le politique n'est plus dans son rôle. Moi, comme directeur qualité, je l'ai vraiment vu. Alors, Clélia le rappelait, parce que c'est un épisode de ma vie qui a été provoqué, que je n'ai pas souhaité. Je suis devenu lanceur d'alerte malgré moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous voyez l'empoisonnement ordinaire, comme ont pu nous en parler les médecins, ou une patiente, eh bien, moi, face à de l'empoisonnement ordinaire que je voyais qui était voulu par le grand distributeur, produit par l'industriel, quand j'ai alerté la grande distribution, notamment Auchan, de ce que j'avais observé, et j'étais témoin d'intoxication massive chez les Flunch, chez des consommateurs Auchan, eh bien, je pensais, comme la force publique n'avait pas réagi, parce qu'au début de moi d'avoir lancé l'alerte sur donc des intoxications, et sur de la remballe de viande, donc on est sur un sujet parallèle, mais c'est les mêmes ressorts. Vous pouvez rappeler c'était la remballe, parce que les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Oui, en fait, c'est les industriels pour faire du chiffre, faire même du fric, parce que c'est vraiment que ça qui compte pour eux. Eh bien, ils sont capables de recycler plusieurs fois une viande qui est avariée, impropre à la consommation, qui est même retournée, dans le cas là, c'était retourné par Auchan, sur des invendus, et l'industriel, au lieu de le mettre en destruction, parce que les dates limites sont toutes dépassées, que physiologiquement on voit que la viande est complètement VHS, verte, eh bien ils vont les retravailler, les surgeler, et les renvoyer pour faire du steak haché surgelé pour Flunch par exemple, ou pour faire des merguez, ou pour faire la pièce du boucher premier choix chez Flunch. Vous vous dites quand même, non, heureusement il n'y a pas du deuxième ou du troisième choix, mais vous voyez que c'est compliqué. Donc face à ça, eh bien, j'ai vu moi des produits que j'avais mis 2 fois déjà en destruction réapparaître pour la 3e fois. Face à la vague des intoxications, j'ai dit stop. Donc j'étais allé voir l'inspecteur vétérinaire, puisque là on n'a jamais parlé vraiment de la force publique. Donc c'est eux qui ont le pouvoir de police. C'est eux qui sont les gendarmes de l'agroalimentaire. Donc je suis allé pousser sa porte et j'ai dit faites votre boulot, saisissez, c'est juste pas possible, j'ai déjà mis 2 fois en destruction. Eh bien le mec, il a fermé les yeux, il a couvert. Mais ce qui est plus grave, c'est que lui, toujours comme inspecteur vétérinaire principal,
Il est toujours fonctionnaire. Mais moi, en 1 heure, j'ai perdu mon job. Ah oui. Et après, ça a été la fatwa, c'est-à-dire que ce soit l'agroalimentaire et autres, dont j'étais venu l'homme à abattre, donc ils font pression pour empêcher même que vous puissiez rebondir dans votre boulot. Ils font en sorte que l'affaire soit étouffée. Et dans le même temps, c'est là que c'est quand même hallucinant, c'est que au-dessus de lui, donc quand j'ai vu que l'inspecteur vétérinaire vraisemblablement était corrompu, donc j'ai fait toute la hiérarchie. Donc je suis arrivé jusqu'au directeur départemental des services vétérinaires. Lui m'a dit « Oh, mais vous avez servi de fusible, on connaît ça par cœur, pas de problème, je vais aller dans votre sens et on va mener une enquête et on va revenir sur votre affaire. » 1 an, rien. Au bout d'1 an, je renvoie une lettre recommandée en disant « je comprends pas, Il me redonne un rendez-vous. Alors là, c'était passage de tirage autant que vous en vouliez. Vous en faites pas, votre demande est sur le bureau du ministère, mais l'affaire, on la prend au sérieux, il faut vraiment revoir les procédures et tout. » Au bout de 2 ans, rien. Au bout de 3 ans, eh bien, le délai pénal étant passé, il m'a envoyé une lettre recommandée en disant « Monsieur, je suis désolé, j'aurais bien voulu agir dans votre sens, mais j'ai pas pu circonstancier. Au revoir, merci. » Et là, de ce jour-là, je me suis dit, c'est juste pas possible. Parce que, entre-temps, ce monsieur qui était juste directeur des services vétérinaires, donc de la protection de la population, il avait été promu directeur des fraudes, alors qu'il avait couvert la fraude de l'industriel pendant 4 ans après mon licenciement. Donc là, vous dites, c'est juste pas possible. Donc quand j'avais compris ça, je m'étais retourné vers les industriels en me disant, l'agroalimentaire, enfin la grande distribution, puisqu'ils étaient clients, je me disais, quand même, un groupe comme Auchan, aussi puissant, ils peuvent quand même pas prendre ce risque-là, ils sont forcément victimes. Bon, alors, pour s'en assurer, la seule chose, j'ai pris le TGV direction Lille, pris rendez-vous avec la direction d'Auchan, j'étais très bien reçu. Tapis rouge, il n'y avait pas les petits fours, mais il y avait tout ce qu'il fallait pour le café et tout. Et ils ont pris des tonnes de notes, j'avais emmené des tonnes de preuves. Alors là, ils étaient vraiment à l'affût. Et puis, sorti de l'entretien, je dis, qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, on revient vers vous très vite. 1 semaine après, j'ai rappelé, je dis tiens c'est curieux, j'entends rien, parce que le but c'était que Auchan, par son réseau et leur entrée dans les ministères, parce qu'ils sont extrêmement présents et lobbyistes à souhait, donc ils ont leurs entrées, donc je me disais au moins eux ils vont forcer l'État à faire son rôle de protection de la population et à faire son boulot. Et à lâcher le pavé dans la mare, comme quoi toute cette corruption-là, à un moment donné, il faut qu'elle cesse. Eh bien non, 1 semaine après, je rappelle, ils m'ont dit, écoutez, vous avez fait votre devoir moral, vous pensez avoir fait ce que vous deviez faire, mais nous, maintenant, on va faire la politique au champ. J'en ai plus jamais entendu, c'est-à-dire qu'ils ont continué à fonctionner avec l'industriel, en revoyant à la baisse les prix, en utilisant ce que j'avais amené, mais tout continue. Et donc depuis, j'ai appris que, par exemple, parce que la justice là-dessus est très discrète, j'ai voulu me constituer partie civile, quand c'est comme ça, ils vous écartent parce qu'ils veulent surtout pas que vous ayez accès à votre propre dossier, ce qui est quand même incroyable. Et j'ai appris donc par le procureur que l'industriel avait été mis en examen, mais pour des faits postérieurs à mon départ. Donc c'est tous les faits que j'avais dénoncés pendant 3 ou 4 ans, ils ne sont pas servis, sauf pour baliser, mais pour des faits très récents de 2010 à 2013, mais donc des faits où ils continuaient avec tout le bottin de l'agroalimentaire. C'est-à-dire William Saurin, Lustucru, Flunch, Auchan, Carrefour, enfin voilà, ils continuaient de tromper tout le monde. Et pour rebondir sur vraiment l'origine du mal pour le consommateur, c'est que les industriels ont très vite compris, dans la malbouffe, que l'association du sucre et du gras, c'est doublement, triplement, peut-être 10 fois plus addictif que le sucre simple ou que le gras par lui-même.
Donc dès lors où ils l'ont compris, donc avant de venir ici, je suis allé refaire un tour dans le supermarché du coin, donc c'était un Leclerc, et j'ai regardé donc toutes les grandes marques de plats cuisinés, donc en surgelé ou en boîte de conserve, donc du couscous royal, des boulettes de viande de bœuf, des pizzas, et donc j'ai regardé, moi je sais lire les étiquettes, j'ai regardé les ingrédients, j'ai regardé les tableaux nutritionnels, et en fait compte, eh bien j'ai découvert systématiquement, c'était pas une surprise pour moi, mais c'était pour en avoir vraiment le cœur net et avoir les valeurs chiffrées pour vous, eh bien il y avait en 2 et 4% systématiquement de sucre dans des viandes, des plats cuisinés à base de viande, de bœuf. Donc vous voyez bien qu'ils jouent là-dessus constamment. Et je dirais pourquoi ils utilisent ça. C'est pour capter, et c'est pour ça qu'ils vont chercher leur cible de plus en plus jeunes et qui cherchent les enfants. Ils font la même chose pour le tabac, parce qu'effectivement quand vous faites le processus de récompense et vous l'activez jeune, plus il est activé jeune, plus il est puissant. À cause de la non-finition de la formation du cerveau. Donc finalement, vous faites des autoroutes pour les industriels après. Donc voilà, et ça ils l'ont vraiment compris. Et pourquoi ils utilisent salé et sucré? Simplement parce qu'ils veulent absolument masquer aussi leurs matières premières qui sont pitoyables et qui sont de mauvaises matières premières. Donc moi j'étais bien situé, j'étais directeur qualité du site industriel. Un jour, donc c'était sur un industriel de Brest qui faisait donc des merguez et des saucisses pour toute la grande distribution, et qui me demande de lui faire une fiche qualité du produit. Alors je lui dis ah bon, il me dit bah oui, pour des saucisses de bœuf et des merguez de bœuf. Je lui dis mais attendez, mais je comprends pas, vous nous achetez que des déchets qui vont à l'équarrissage. Alors il me dit bah oui, mais on vous achète effectivement des aponevroses de bœuf, donc c'est toutes les enveloppes des muscles qui sont enlevées et mis à la poubelle et dessinées donc à l'équarrissage, et du suif qu'on vendait donc à l'équarrissage Saria, voilà, qui est une grosse entreprise d'équarrissage. Et en fait ils nous achetaient 2 produits d'équarrissage pour faire des merguez et des saucisses pur bœuf. Donc vous voyez, il hachait très finement les aponevroses pour arriver à vous les faire avaler. Il est coloré pour vous faire croire que c'était donc la partie viande matière. Et le gras, des épices, des exhausteurs de goût, du sucre, du sel, hop, on part. Et elles sont survendues. C'est-à-dire que mon voisin me disant bah tiens à Leclerc, c'est parce qu'en plus c'était concomitant. Il venait de perdre par l'alcoolisme son permis. Il me dit est-ce que tu peux m'emmener chez Leclerc faire des courses après mon boulot. Je dis bon écoute si tu veux je t'emmène. Et je vois, je dis pauvre gars, des merguez premier prix et du faux soda sucré. Enfin, je dis mais c'est voilà, et là on est vraiment dans la personne qu'on a complètement capté, c'est-à-dire que il devient ce consommateur-là devient le jouet de l'agroalimentaire. Donc c'est pour ça que ce que je veux dire dans mon propos là, c'est qu'il faut vraiment actionner les politiques. C'est eux qui ne font pas leur boulot, le législatif qui est corrompu. Alors, on regarde et on dit « Ah, vous avez vu les Italiens avec la mafia et autres ». Mais dans Omerta sur la viande, moi, dans mon livre, je dénonce vraiment cette collusion et cet état d'esprit mafieux en France. Et il est à tous les niveaux. Et localement, nous, entre les industriels et puis les réseaux politiques, ça fonctionne à 200%. Hein. Je crois que, à la pile, je vous dis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, les députés se retrouvent avec je l'ai appris de députés même, des quantités de courriers qui sont des lettres déjà écrites de projets de loi
Oui, Ce projet c'est le travail des cabinets de par les lobbyistes. industriels qui viennent de lobbyistes. Les lobbyistes vont jusqu'à préécrire Les amendements. des amendements pour les législateurs et le député, de manière à ce que le député puisse présenter un projet de loi, un amendement au Parlement français. Alors cela dit, moi j'entends bien ce que vous dites, mais j'apporterai une nuance. Mais c'est une nuance avec laquelle je pense que vous serez d'accord. Aujourd'hui, ces grands groupes comme Carrefour, qui sont des enseignes externalisées d'une certaine manière, mondialisées, qui n'ont plus de patron. Le patron, c'est les actionnaires mondialisés. Des fonds de pension. Voilà, des fonds de pension de toute provenance, et pas forcément française. Donc les grands groupes du CAC 40 ne sont plus français qu'à, pour une part modeste. Il n'y a plus de véritables capitaines d'industrie à l'ancienne dans ces grands groupes. Et finalement, les patrons sont les actionnaires. Ce ne sont plus ni les salariés qui sont dans une précarité totale dans ces grands groupes. Ils ne sont donc, ce que je veux dire par là, c'est que la marge de manœuvre du politique, du législateur. Là, je renvoie à un livre de Michel Rocard que je lis en ce moment, qui s'appelle Le suicide de l'Occident, le suicide de l'humanité, qui aborde ces problèmes-là sur le fond, y compris pour l'agroalimentaire. On voit bien que la réponse, elle n'est que au minimum européenne, en un sens, sinon global, enfin mondial. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez et ce qu'en pensent nos collègues. Oui, mais alors après, la vraie difficulté, c'est qu'il y ait une vraie force d'opposition et de résistance. Alors, normalement, elle s'appelle les consommateurs, mais ils sont faiblement structurés et ils ont énormément de retard et de moyens par rapport au lobby. Quand vous voyez par exemple à l'Europe, vous avez quelques milliers de lobbyistes, mais c'est leur métier professionnel quotidien. Pour des systèmes qui défendent par exemple de l'agroécologie. Bon. Eh bien, zut, son nom, on avait un paysan breton là, qui est défenseur, donc il y a aussi José Bové, oui. Mais eh bien, il disait, je suis seul à Bruxelles, j'ai pas de secrétariat, j'ai pas de secrétaire, et en face de moi, j'ai plusieurs milliers de lobbyistes. Voilà. Alors quand vous tombez face à Monsanto, vous tombez face à Nestlé ou Danone qui préécrivent les propositions d'amendements européens. Voilà. Vous voyez, donc il y a vraiment un sursaut, il doit être citoyen, et je pense que plusieurs intervenants l'ont dit cet après-midi, mais c'est extrêmement important de le rappeler, c'est que plus fort qu'un bulletin de vote, c'est votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que le consommateur, en achetant, c'est-à-dire en se détournant des produits qui sont mauvais pour votre environnement, qui causent des dégâts pour les générations à venir, pour votre environnement, pour sa santé, eh bien, par l'acte d'achat, vous avez un pouvoir qui est beaucoup plus fort parce qu'on réoriente une économie. Et là, je vous assure que les industriels, ils sont très très à l'affût des chiffres. La moindre tendance, ils sautent dessus. On est tous addicts, donc on est tous dépendants. Moi, je peux quand même corriger. Je pense que quand même, dans vos choix, quand vous poussez votre caddie, l'idéal quand même, après, c'est de ne plus pousser un caddie et de reprendre un panier, notamment. Je ne suis pas allé dans le supermarché, pardonnez-moi, je cite mon cas personnel, je paye avec ma carte Pass Carrefour mes achats, je n'ai pas mis les pieds dans le supermarché Carrefour depuis 5 ans. Voilà. C'est tout. On peut très bien se passer de Carrefour, il y a des marchés excellents avec des produits bio, il y a des magasins, de plus en plus, il y a les ABAP, il y a plein de choses qui permettent d'avoir une alimentation correcte et pas tellement plus chère. Oui, il y a énormément de systèmes aujourd'hui alternatifs qui tendent à se développer. Et en fait, ce sont les consommateurs qui font le choix de votre environnement de demain, de la société dans laquelle vous voulez vivre, ce que vous voulez transmettre, et dans les conditions où on veut vivre ensemble, si possible, parce que on nous propose plutôt de vivre de plus en plus les uns à côté des autres, mais le moins ensemble, et encore avec peu de conscience des générations, c'est-à-dire de nos propres enfants. Parce que moi, en tant que scientifique, ce qui me blesse, c'est de voir le peu de considération, même que des parents peuvent avoir. Mais je me dis, mais quand ils sont dans leur rôle politique ou industriel, ils se foutent totalement de la santé des autres. Mais je me disais, mais quand même, ces gens-là, ils ont des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont laisser transmettre comme société, environnement, planète, à leurs propres enfants? Alors, cela dit, juste pour... Et le pire, c'est que ceux-là mangent bio. Oui,
leurs intérêts sont contre la bio, mais eux, ils vont remplir leur panier, et ça, c'est insupportable. Moi qui suis producteur et agronomie, c'est insupportable. Moi, j'ai observé dans ma vie, dans les rencontres que j'ai eues, parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé pour le groupe Nestlé, figurez-vous, pardonnez-moi. Non, mais je me suis rendu compte que pas mal de personnes qui avaient été commises à faire du greenwashing, comme on dit, dans la direction de la communication de Nestlé, en avaient fait quand même des crises de conscience morale, et avaient fini par démissionner, avaient fini par avoir de sérieux problèmes psychologiques parce qu'elles ne supportaient plus, à un certain niveau d'exigence éthique, ne serait-ce qu'au regard de leurs propres enfants. Je parle d'une amie, une très chère amie, c'est une femme intelligente, charmante, elle a plus supporté Nestlé, elle a préféré démissionner et se faire virer je sais pas quoi, et faire autre chose que de rester dans ce truc-là. Voilà. Donc il y a quand même des crises en interne aussi. Il y a beaucoup de suicides dans les entreprises, dans les grands groupes. Hein. Bon, on le sait quand même aussi. Hein. Là, peut-être qu'il y a une notion aussi qui est vraiment importante, c'est de favoriser finalement les conditions de la bonne santé. Et quand on a une addiction, pour revenir vraiment, c'est vrai que quand on a une addiction, plutôt que de chercher quelque chose pour enlever l'addiction, il faut peut-être chercher à favoriser les conditions de la bonne santé en apportant à notre organisme simplement les outils pour qu'il puisse fonctionner correctement. Comme une voiture, bien sûr, mais comme une voiture qui a besoin d'huile, qui a besoin d'essence, qui a besoin de produits pour les vitres, si on entretient régulièrement, on a moins de chances de tomber en panne que si on n'entretient pas. Et dans l'hygiène de vie qu'il faut favoriser en priorité, on a une alimentation qu'on appelle biologique humaine, c'est-à-dire une alimentation pour laquelle on est réellement fait, qui est constituée principalement de fruits en grande quantité. C'est comme ça qu'on devrait manger, quoi. Beaucoup de fruits, des fruits accompagnés de légumes qu'on va consommer sous forme de crudité, sous forme de légumes si on veut faire des cuissons à la vapeur par exemple, des légumes lactofermentés également, c'est une fermentation sans oxygène pour transformer en fait l'aliment pour qu'il puisse bien travailler la flore intestinale. Donc c'est vraiment des aliments qui sont vivants, quoi, de l'alimentation vivante, des jus de légumes également. Quand on apporte en fait des fruits, des légumes, des graines broyées, des graines germées, quand on apporte des oléagineux trempés comme des noix, des amandes, et qu'on consomme ça quotidiennement, on a chaque jour un apport de très nombreux micronutriments qui sont notre carburant. Là aujourd'hui, dans les spécialistes de la nutrition parlent beaucoup, voilà, il faut un apport entre les protéines, les glucides, les lipides, mais en réalité c'est ça aussi, une fois de plus, je dis, c'est peut-être ma vision, mais c'est pas ce qui est important, c'est pas les protéines, les lipides et les glucides selon moi, c'est justement les micronutriments, les vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et à partir du moment où on a une alimentation qui est très riche en micronutriments, on a forcément les protéines, les lipides et les glucides. Donc il faut plutôt réfléchir dans un autre sens. Et pour une addiction, des personnes qui ont des addictions diverses, et des addictions pas que pour l'alimentation, mais aussi et pour le sucre, et pour le jeu, et pour plein d'autres choses, quand on travaille l'alimentation vivante, c'est-à-dire les aliments que je viens de vous citer là, on a de très bons résultats. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que l'homme moderne a l'alimentation biologique humaine, qui est, je le rappelle, les fruits, les légumes, les graines broyées ou germées et les oléagineux. Ça, c'est l'alimentation que l'on devrait avoir. On a rajouté avec la sédentarisation les céréales, les légumineuses, les produits animaux, viande, poisson, chair animale, les œufs et les dérivés des animaux, les produits laitiers sous toutes les formes. Et finalement, l'homme moderne, il ne mange plus que ces aliments de tolérance et il ne mange plus les aliments qui amènent le carburant. C'est normal qu'on soit autant malade et qu'on ait autant d'addictions. On ne peut pas fonctionner comme ça. En même temps, un bon chèvre. Oui, enfin, vous me dites ça, et mon frère, il est berger, et il a des chèvres, et il fait du fromage de chèvre aussi, et donc je connais très bien aussi ça, mais c'est pas la question. Je dis simplement que il faut petit à petit augmenter les aliments qui amènent la vie, et les aliments de tolérance, les garder pour le plaisir, en conscience, et vraiment manger ces aliments en toute conscience et dans le plaisir. Et encore plus loin que le plaisir, parce que toutes ces histoires de dopamine, etc., c'est valable qu'à partir du moment où on est vraiment dans le plaisir, comme quand on est dans une dégustation. Si on mange avec plaisir, voilà, du Nutella, n'importe quoi, et que quand on a fini de manger, on culpabilise,
la notion de plaisir et la récompense qu'on voulait s'accorder en mangeant cet aliment, on l'a pas. Elle disparaît et donc du coup on a encore envie et on reprend encore un aliment plaisir, etc. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout dans notre plaisir pour nous accorder nous apporter cette récompense que l'on venait chercher. Bien. Chers amis, on va peut-être passer à 2 ou 3 questions de l'intervention. Peut-être... Pour être dissonant, parce que quand tout le monde est d'accord, ça m'ennuie, il faut juste un peu relativiser. Il y a un siècle, en gros, on était 1 milliard sur Terre. Les gens, rien qu'en France, ils mouraient à 40 ans. Aujourd'hui, on est 7 milliards. On vit à 80 ans, donc on a doublé notre espérance de vie. Donc, il faut peut-être y aller un peu mollo sur la tarte à la crème, l'industrie est mauvaise, le machin, etc. Tout va mal et c'est la catastrophe. Bien sûr que je ne vais pas idéaliser non plus, il y a des problèmes, etc. Mais la question numéro 1, c'est comment se nourrir. Enfin, les AMAP, je veux bien, j'adore, mais je veux dire, on est devenu urbain dans les années 60, la France a basculé, on est devenu un pays urbain comme le reste du monde occidental, et on ne peut plus imaginer nourrir ces gens de la même manière que... Oui, alors... Bah, ouais. Ouais. L'ONU, l'OMS, hein. Bah oui, enfin, c'est juste que le monde n'a plus rien à voir, mais topographiquement, enfin, je veux dire, les populations, les villes, il y a un moment donné... Des urbains, vous savez, parfois il est salutaire que le premier pas à faire, il peut être de côté ou en arrière et pas devant. Quand vous êtes face à un précipice, moi, j'ai pas la solution. Vous avez peut-être la solution, j'ai pas la solution. Je dis juste, attention, les conditions n'ont plus rien à voir. Donc, appliquer des recettes anciennes à un système qui a évolué, ça se va. Contradiction entre ce que vous dites. Je pense qu'en fait, d'abord, il est vrai que... Non, mais le locavore, par exemple, quand on parle de locavore dans une ville de 10 millions d'habitants, ça veut dire quoi? Alors, oui, peut-être créer des tours de production, des machins, mais ça veut dire qu'on parle d'industrie. Dans les campagnes, oui, d'accord, mais... Par exemple, la sururbanisation, oui, mais... Oui, alors ça veut dire que le problème, c'est devenu un problème d'urbanisme, point, et de limiter... Ouais, d'accord, ok. Voilà. Je pense que quand même il y a des réponses qui commencent à être données. D'abord, pour apporter des nuances, pour éviter une controverse qui n'est pas... que je comprends, c'est bien d'être dans le dissensus, mais 2 ou 3 informations quand même. Vous avez aujourd'hui... D'abord, il est vrai que la population... mondiale, pour la première fois, a franchi le seuil des 50% d'urbanisés et que la part de des humains habitant en ville est un processus irréversible de cette manière. Attention, jusqu'à un certain point. Mais vous prenez une ville comme New York. Les projections pour New York dans les années à venir, c'est de plus en plus une ville verte, New York. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est de plus en plus, il y a des programmes d'aménagement paysager. Non, c'est oui, mais New York, c'est une vieille ville. Chicago aussi, hein? Et New York, c'est une vieille ville. Il faut aller à Pékin, oui, Shanghai. C'est sûr, c'est certain. Là, ça calme. Hein. Non, mais c'est là que ça se passe. Je ne nie pas la contradiction dans laquelle nous sommes placés, nourrir tous ces humains urbains, et en même temps, c'est vrai que New York n'est pas le Bangladesh, on n'est pas Kuala Lumpur, voilà. Mais moi, je dois dire que là, ça nous dépasse un peu dans le cadre de cette... Shanghai avec une atmosphère où un jour sur 2 vous ne voyez pas à 500 mètres. Moi je dis pas que c'est bien, hein. Je dis juste que voilà, c'est ça. Oui, mais alors ça veut dire qu'il faut juste se battre pas sur l'industrie, c'est dire les villes sont trop grosses, on peut pas. Voilà, ouais, d'accord. Là d'accord. L'avenir il est là. Faire plein de choses aussi quand même. On n'est pas obligé d'être fataliste et de manger de la malbouffe. Ouais, enfin, moi la notion d'échelle, 1 milliard de personnes, c'est... On fait une petite goutte qui fait que finalement, c'est-à-dire que si individuellement on n'apporte pas... On est d'accord, mais je pense que c'est à la fois par le local, l'individuel, les comportements, mais c'est aussi le déficit des politiques à la fois de l'ONU, de l'OMS qui est en cause quand même. Il n'y a pas de gouvernance mondiale, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être dans ce cas-là, partir des... Non, je pense qu'il faut travailler dans la complexité, on est là juste pour débattre. On ne peut pas se raconter des belles histoires. Non, moi je ne suis pas. Mais on peut raconter des belles histoires, bien sûr. C'est remettre un écran. Sincèrement, on peut être urbain, et avoir une hygiène de vie, on peut faire...
Peut-être pas tout, mais c'est peut-être... Non mais l'urbanisation, par exemple, moi en tant qu'agronome, elle aura sa limite. Pourquoi? Parce qu'en France, pour prendre un exemple qu'on connaît bien, et que vous pouvez mesurer autour de vous, il y a 25 ans, on faisait disparaître un département tous les 20 ans de terres agricoles. C'est-à-dire, vous voyez, on a 93, 14 ou 17 départements en France avec métropolitain. Les dom-toms, voilà. On en faisait disparaître un par l'artificialisation, c'est-à-dire le bétonnage, les routes, les constructions, tous les 20 à 25 ans. Depuis là, les 10 dernières années, on est sur la disparition d'un département tous les 5 à 6 ans. Est-ce que vous pensez que durablement on pourra continuer? C'est mathématique, c'est bon. Non mais vous n'avez C'est une question globale. Vous savez que 97 départements, on en disparaît. Et il nous dépasse, effectivement. La solution, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs personnes qui voudraient s'exprimer. Martha, alors il y a Jordan, puis Anne Dotterive et Monsieur Aufort. Alors, Jordan. Alors effectivement, je rejoins un peu Stéphane Bureau, j'irai plus loin avec une question un peu cynique. Est-ce que quand on voit que les industriels préécrivent les amendements, qu'ils arrivent à manipuler nos goûts, est-ce que quelque part on n'est pas un peu foutu face à l'industrie? Non, parce que c'est nous qui finançons l'industrie par nos actes d'achat. Il suffit de déplacer les achats et de les secouer. Au niveau individuel, je suis d'accord, mais est-ce qu'au niveau global, est-ce qu'il y a des signes qui vont Bon, je donnerai la réponse de Michel Rocard. Jordan, je n'ai pas les compétences pour donner ma réponse personnelle. Michel Rocard dit que c'est le contribuable, le citoyen qui a payé la crise des subprimes de 2008. Et il dit que l'humanité ne se laissera pas avoir une deuxième fois au prochain détonateur d'une crise mondiale. C'est pas moi qui le dis, c'est Rocard à qui on peut quand même apporter un certain crédit dans l'analyse des crises. Dans la multicrise que nous vivons, il dit les peuples auront un comportement à la manière de la Grèce et plus du tout un comportement d'acceptation d'une prochaine crise des subprimes dont ils savent que c'est eux qui ont payé l'addition. Voilà, donc à mon avis, on est loin d'être sorti d'affaires. Je rejoins ce que dit Stéphane Bureau de ce point de vue-là, et il faut penser à une industrialisation, une hyper-industrie. Bien sûr, oui, bien sûr, non mais c'est vrai. Alors... Et Rifkin, etc., etc. Bon, Anne Dotterive, qu'est-ce que le... Oui, je suis étonnée en fait cette polémique parce que non mais c'est vrai, parce que au niveau des françaises habituées à faire de la cuisine, etc. Donc il y a des rayons dans des grandes surfaces dans lesquelles je ne rentre jamais. Mon frigidaire, il est constitué de beurre, de lait, d'œufs, de quoi faire de la cuisine. J'achète pas de plat cuisinier, j'achète pas des merguez, alors il y a le problème des gens qui ne cuisinent plus, qui ne font pas d'efforts non plus, c'est sûr. Mais il y a aussi un autre problème, c'est ces merguez dont vous parlez, etc. Il y a aussi des gens qui n'ont plus les moyens de faire de la cuisine de très bonne qualité, c'est le cher et le coût. Voilà, alors il faut être courageux, j'ai eu la chance d'avoir connu ce qu'était la bonne cuisine. Parce que les gens n'ont pas connu ce qu'est la bonne cuisine. Donc comment ils peuvent le savoir ça? Puisqu'ils n'ont pas eu l'éducation de ça. Ben oui, si tu n'as pas l'éducation de ça. Voilà. Alors après, il y a aussi des peuples, par exemple le régime crétois dont vous parlez, etc., qui est la meilleure alimentation au monde. Ça, c'est une chose qui est reconnue. Bien, même eux, de toute manière, ils sont en train de faire voilà, tout ça parce que on cuisinait avant et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a le coût de l'achat de la nourriture. Manger bio, c'est cher. Non, c'est pas vrai, ça c'est des croyances. Non mais c'est cher si vous voulez manger de la façon des plats industriels. Le pire, c'est que manger bio de la manière dont c'est présenté dans les grandes surfaces. Ah, voilà. Voilà. Mais cela aussi, c'est encore un truc qui est encore pris dans une espèce d'entonnoir. Il faut sortir de ça et revenir en matière première brute agricole. C'est-à-dire que du brut agricole non transformé. D'ailleurs, la clé pour la santé, si on veut résumer, c'est les calories creuses, vides. L'industrie, ils adorent ça. Parce que ça fait du fric. Bon. Moi, comme agronome ou comme éleveur,
c'est-à-dire vraiment de la matière première agricole brute, riche de micronutriments, riche de diversité. Donc au lieu de vous amener du vide et des problèmes de surpoids, d'obésité, de diabète, ça vous amène des nutriments utiles à la vie. Et quand c'est des matières brutes agricoles, elles ne coûtent pas cher. Ce qui coûte cher en gros, c'est les transformations et les états intermédiaires. Et moi, j'étais étudiant, et 80%, comme vous rappelez, les spécialistes du domaine du marketing, là, disaient 80% du produit marketé que vous trouvez en distribution, c'est le prix de la distribution. D'ailleurs, ça s'appelle bien grande distribution. C'est la redistribution qui coûte 80%. Donc vous vendez du vent ou des mauvais produits, une mauvaise matière première qui sont cachées par le sel, par le sucre, parce que c'est mauvais, et vous achetez dedans 80% de marketing. On parle d'une tomate éventuellement. Une tomate, c'est pas quelque chose quand vous allez en Amérique du Sud et vous voulez manger des légumes bio, ça coûte une fortune dans les grandes surfaces. Oui, mais si vous n'achetez pas de merde à côté, vous pouvez mettre le prix, la différence dans la bonne tomate. Bon, alors... Pour faire simple, moi, par exemple, quand j'avais été étudiant à Lyon, j'avais le même budget, un très faible budget. J'arrivais à faire mes repas avec le même budget que mes copains qui allaient au restaurant universitaire, mais moi je faisais toute ma cuisine. Mais j'allais acheter en direct et je prenais au maraîcher bio des légumes que les gens ne faisaient pas, c'est-à-dire les carottes tordues. Ils disaient tiens, hop, les 2 kilos là, mets-moi, à l'époque c'était même pas 1 euro, c'était en francs, mets-moi 5 francs. Et chez le boucher, c'était pareil, c'est-à-dire un plat de côte, eh bien, ça ne coûtait rien, je cuisinais ça le week-end, ça me faisait 2-3 jours dans la semaine, et j'avais le même budget que mon copain qui me faisait bien, qui allait au restaurant universitaire, c'est-à-dire un budget dérisoire. Oui, mais cela dit, il y a des traits de personnalité aussi. Moi j'étais étudiant, je dois dire, j'étais pas du genre à acheter mes carottes tordues. Bon, cela dit, monsieur voulait prendre la parole. Oui, je voudrais juste rebondir. A dit le monsieur en chemise blanche, je crois, c'est Stéphane. Non pas que... Là, 1, 2, d'accord. Simplement, c'est que, à titre personnel, dans un cadre relativement restreint, appliquer une vie saine, une alimentation saine, c'est pour moi aujourd'hui relativement faisable. Malheureusement, si on l'étend au niveau mondial, moi, mon inquiétude, si je me dis aujourd'hui, il y a quand même un constat. C'est pas une envie, c'est un constat qui me fait peur. On est 7 milliards d'habitants, l'expansion démographique, sauf catastrophe, ça ne serait pas l'idéal, sauf catastrophe, elle va être peut-être même exponentielle. Alors, peut-être pas exponentielle, mais en tout cas, elle ne va pas trop ralentir dans les prochaines années. Disons que d'ici 2050, il risque d'y avoir pratiquement, un ralentissement, mais on va pratiquement la doubler. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment réellement, concrètement aujourd'hui, sortant du cadre de la France, un pays relativement développé, comment, honnêtement, des gens dont le quotidien, c'est l'urgence, c'est-à-dire s'alimenter, savoir s'ils mangent trop gras, trop sucré, c'est pas le problème, c'est l'urgence, comment s'alimenter, comment on peut lutter contre ce tsunami. Ça représente, je ne sais pas en combien de milliards d'habitants, ce nombre de personnes, c'est largement plus de moins de 2 milliards d'habitants qui ont peut-être ce genre de difficultés, même peut-être plus. Hein. Donc moi, je me pose la question, est-ce que concrètement, j'ai envie d'y croire, mais est-ce que concrètement, vous, en tant qu'interlocuteur, comment vous allez réussir à m'optimiser mon optimisme, on va dire, essayer d'optimiser mon optimisme pour me convaincre qu'il y a une réelle possibilité d'infléchir. Moi, je compare ça à un tsunami. Hein. Pour moi, 7 milliards d'habitants qui doivent être nourris, sainement, si possible, sainement, pas simplement nourris. Comment aujourd'hui, est-ce que réellement, vous pensez que le monde a les moyens de nourrir sainement des gens? 7 milliards d'habitants, sainement. En prenant en compte ce que vous avez dit tout à l'heure, tous les lobbies, on va dire la mafia de l'agroalimentaire, puisque je reprends votre terme, est-ce que concrètement on a des moyens de lutter et d'infléchir cette courbe-là? Très honnêtement, hein, très honnêtement. Est-ce que quand vous dites sainement, vous pensez à quoi? Parce que la plupart des gens, enfin oui, qu'est-ce que vous pensez quand vous dites sainement? Sainement, c'est-à-dire lorsque l'on s'alimente,
on n'est pas en train de s'empoisonner. Voilà. Avoir les minimums nutritionnels pour avoir une vie saine, pouvoir assurer son travail et ne pas ne pas s'injecter de poison, comme a dit madame ou dans la table ronde précédente. C'est la quantité, c'est le volume qui transforme quelque chose de sain en un poison. Voilà, pour moi, sainement, c'est dire je m'alimente et j'apporte les bons nutriments pour mon corps sans le bousiller, quoi, simplement. Parce que là, en ce moment, on a tendance à croire en fait la publicité pour savoir ce qu'il faut manger. Et en fait, depuis 3 générations, on entend que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Donc un enfant aujourd'hui, forcément, s'il entend ses parents et ses grands-parents qui déjà ont entendu ça quand ils étaient petits, que les amis laitiers sont nos produits pour la vie, ils vont finir par le croire. Pareil pour la viande. Est-ce que vous savez les quantités de viande que l'on consomme chaque jour et l'impact sur l'agriculture, par exemple? C'est-à-dire qu'il y a, je sais plus, je crois que c'était 90% des terres que l'on utilise sont faites pour fabriquer des céréales OGM pour nourrir le bétail que l'on va manger quand vous allez manger au resto le midi un plat du jour, une viande, ou pour nourrir les McDo et tout ça. Et on mange de la viande combien de fois par semaine? Enfin, je dis on, avec un grand O. Combien de fois on mange de la viande par semaine? Il y a des gens qui en mangent 2 fois par jour. Ça veut dire 14 fois. Pour répondre sur comment il serait possible pour éviter le tsunami, là il y a effectivement matière à réponse. C'est que aujourd'hui, donc il y a 80, le chiffre c'est 80% des surfaces qui sont aujourd'hui cultivées pour des céréales, mais à destination animale. Or, on sait qu'il faut 7 calories à 10 végétales pour en faire une animale. Donc vous voyez un peu le niveau de gaspillage énergétique qu'on se permet. Donc si demain on se dit l'objectif c'est de nourrir à satiété l'ensemble de la planète, parce qu'aujourd'hui, malgré nos excès, il y a plus d'1,5 milliard qui crèvent la faim. Ça on l'oublie toujours, hein, dans les raisonnements, en disant on ne peut pas faire autrement. Ah bon, mais aujourd'hui, il y a déjà 1,5 milliard qui crèvent la faim. Et donc, aujourd'hui, ce qui est possible de faire, c'est justement de se dire, mais là, il faut vraiment une volonté politique, mais mondiale. Donc, le relais devrait être des forces comme l'ONU. Ils sont extrêmement frileuses. J'ai été au contact, justement, puisqu'ils sont en train de créer une agence du développement durable. Donc, j'y suis allé à plusieurs reprises parce que je voulais justement me faire recruter pour agir en me disant le niveau national ne suffit pas, il faudrait absolument que des gens conscients puissent aider à la construction et à la prise de décisions politiques, mais au niveau mondial, parce qu'il y a urgence. Et le rapporteur de l'ONU, qui a fait deux mandats de 5 ans, qui est Olivier de Schutter, qui est un prof belge, il était vraiment très concret sur ces rapports, qui étaient en partie aussi alarmistes là-dessus, parce qu'il voyait la confiscation des terres agricoles par des groupes financiers, des investisseurs étrangers, qui n'investissent pas sur une centaine ou 200 hectares où on dirait ça c'est des grosses fermes, des grosses exploitations, mais qui achètent 1 million d'hectares en Afrique, dans des pays qui manquent, qui ont besoin pour leur population, style l'Éthiopie. Et vous avez des financiers russes, des groupes financiers français qui achètent des 800 000, 1 million d'hectares. Là, effectivement, la solution, elle est politique, mais il faut arriver à ce que les politiques mondiaux ou européens ne bougeront que si ils voient qu'ils sont dépassés par la base, c'est-à-dire les consommateurs, les citoyens. Et moi, je compte vraiment beaucoup sur les mouvements citoyens, c'est-à-dire la conscience citoyenne. Bien, je pense que... Ah, il y a une dernière question, madame. Oui, bonsoir. Déjà, bravo pour cet événement. Je suis journaliste télé, je réalise des documentaires et des reportages pour la télé nationale. Je suis indépendante. Donc, comment ça marche? C'est-à-dire que moi, je propose des sujets à des boîtes de production et les chaînes achètent leurs reportages à des boîtes de prod. Donc, je m'intéresse à ça, ce dont vous êtes en train de parler depuis quelques années, de plus en plus depuis quelques mois. Moi-même, je mange bio maintenant. J'ai arrêté de bouffer de l'aspartame et ce genre de choses.
Donc j'ai essayé d'en parler, d'essayer de faire des docs là-dessus, d'en parler à des boîtes de prod, et on me dit tout de suite, mais ça va intéresser qui ? Parce qu'en fait, eux, si vous voulez, d'abord, je dois donner une idée, après j'écris un synopsis, je rencontre les gens, etc. Mais d'abord, c'est une idée. Et j'ai du mal, en fait, à vendre ce genre de doc, parce que effectivement, ils me répondent, mais qui mange bio aujourd'hui, c'est tant de % de la population. Donc derrière, parce que ce qui les intéresse, c'est de faire de l'audimat. Donc c'est sûr que voilà, donc peut-être essayer de faire un doc qui sera d'abord visible sur Internet. À chaque fois, il faut passer par des moyens détournés pour arriver à un truc. Donc je ne sais pas comment faire. Est-ce que je pense qu'il n'y a pas de solution là non plus toute prête. Il y a des médias alternatifs, il y a Mediapart, oui, mais etc. Il faut intéresser les citoyens, comme on dit, c'est par eux que va la révolution. C'est par tous les biais que je pense que là, je reviens à la tour peut-être pour terminer, mais c'est vrai que la situation elle est complexe. Elle en appelle à un design ou à un storytelling différent du design. Elle en appelle à des industries revisitées. Mais moi, je suis pas contre l'industrie. D'une certaine manière, il peut y avoir il y a beaucoup mieux à faire. Donc en fait, on est dans cette complexité. Je pense que nous avons voulu apporter des témoignages différents, mais convergents et divergents parfois. C'est très bien. Je remercie Stéphane Bureau d'avoir voulu un peu réveiller notre endormissement consensuel. Donc comme le temps passe et qu'un buffet à l'ancienne nous attend, c'est-à-dire plein de sel, de sucre et de gras, je vous invite à nous rejoindre pour le dernier apéritif. Merci.